Bonjour, moi j'ai toujours aimé les réunions de famille, alors je suis vraiment heureux d'être avec vous. Merci beaucoup de m'avoir invité et de me replonger dans cette ambiance. J'ai connu cette mission du jeune secrétaire d'État qui vient devant le congrès d'une APL et qui va présenter ses mesures avec un président ferme mais courtois, tout comme était le président d'honneur, avec l'ancien président. Je vois bien que les traditions restent et que de toute façon, vous êtes toujours quand même les maîtres parce que votre système est tellement complexe qu'il n'y a que vous qui le comprenez. Et donc, tout le monde rame autour pour bien voir tout ce qu'il y a de commun entre le médecin et le comptable. Mais je ne vous parle pas entre le comptable et l'avocat, etc., etc. Non. Tout ça pour vous dire que vous avez une place qui est une place originale. Et si vous avez progressé depuis la période où j'étais ministre de cette question, vous avez beaucoup progressé, y compris dans votre représentativité, dans votre organisation, et puis dans un certain nombre de conquêtes sociales assez majeures. Vous restez au cœur de la société, je trouve une structure qui est porteuse de grandes valeurs. Et c'est pour ça que je m'intéresse à vos professions avec la thématique du leadership et de savoir cheffer. C'est qu'au fond, les professions libérales sont présentes un peu partout dans toute la société, sans qu'on puisse les saisir vraiment avec précision pour les enfermer dans un système qui serait un système étroit et étouffant. Vous êtes à la fois, évidemment, partenaire du secteur privé, mais vous êtes aussi serviteur du service général. Le pharmacien, le médecin et le comptable qui défend la justice ou l'avocat, on voit bien que ici ou là, il y a dans vos métiers de l'intérêt général du collectif qui compte en permanence. Et vous êtes toujours un peu à la fois dans notre société au centre un peu névralgique où se fait la cohésion sociale. Car vous donnez et du temps et de la compétence qui sert finalement la société à se développer. Donc la responsabilité que vous avez, c'est une responsabilité qui est en grande partie personnelle. Vous l'organisez dans des cabinets, c'est amusant que vous preniez le même vocabulaire que les politiques, ou plus exactement les politiques le même que vous, mais ça montre bien quand même qu'autour, il y a une personne, il y a un moteur, il y a un leader, il y a une structure qui est animée, je ne dirais pas forcément qu'elle a une âme, mais en tout cas, elle a un projet. Et c'est, je pense, un élément très important pour vous amener à penser bien que vous êtes au cœur d'une problématique de rayonnement personnel majeur dans nos sociétés. Dans une société où l'individualisme est en train de se développer terriblement, où au fond, avec l'individualisme se développe l'égoïsme, se trouve au fond la question de, dans vos entreprises, le rôle d'animation de ce qu'est la singularité de l'entreprise, c'est-à-dire grosso modo de ce qu'est le management et donc souvent, dans bien des cas, ce qu'est le rôle du chef. C'est, je pense, un élément très important parce qu'il y a peu de secteurs qui sont aussi concernés que vous par ce qu'est un médecin, un avocat. Quand un avocat rentre dans une pièce, il est porteur de son service, de sa compétence, il est aussi porteur de son charisme, de la confiance qu'il génère. Et la confiance, c'est quelque chose, comme avec le médecin, comme avec un grand nombre de professions, on ne sait pas toujours d'où ça vient, on sait comment on peut sans doute la fracturer, mais elle est essentielle à l'exercice de la responsabilité. La confiance et la compétence sont dans vos circonstances très mêlées. Et donc, c'est pour ça que je trouve que la question du leadership est une question quand même très importante parce que ça ne peut pas être désincarné. Car au fond, aujourd'hui, pourquoi on a besoin de leaders? On a besoin de leaders parce que la société est de plus en plus complexe et qu'à un moment, pour incarner une complexité, il faut un chef ou une chef. Il faut quelqu'un qui incarne une complexité. Quand vous êtes dans une équipe municipale, très souvent, le maire, le président d'une collectivité quelconque, il rassemble un public divers. D'ailleurs, quand il disparaît, souvent les seconds couteaux se battent entre eux. C'est-à-dire qu'il avait créé une cohésion, il avait créé un groupe, il avait structuré une complexité.
Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, nos sociétés deviennent de plus en plus complexes. Il suffit d'écouter un quart d'heure le secrétaire d'État en retraite pour comprendre la complexité des choses. Et donc, on voit bien que ce qu'il faut à un moment, c'est qu'il y a un gars plutôt costaud qui arrive là à la tribune et qui dit « Vous inquiétez pas, les retraites, je connais ». C'est-à-dire, il assume la complexité du sujet. Et ça, il n'y a qu'une personne qui peut le faire d'une manière puissante et convaincante, générant de la confiance. Donc le leadership, c'est quelque chose dont on a besoin. On voit bien, j'y reviendrai, que ce n'est pas en soi toujours une forme de direction, de gouvernance tout à fait vertueuse. Il y a naturellement un leadership vertueux, plus ou moins démocratique, plus ou moins ouvert, plus ou moins décentralisé, et puis naturellement toutes les dérives qu'on peut voir avec ce que Mitterrand appelait l'exercice solitaire du pouvoir et tout un certain nombre de dérives du leadership qui posent un certain nombre de problèmes. Mais je voudrais simplement vous convaincre que le leadership, c'est un sujet qui nous concerne tous et qu'il faut qu'on réfléchisse naturellement dans votre propre management, mais aussi d'ailleurs dans l'exercice vous-même de responsabilité, comment améliorer votre propre leadership. Très rapidement aujourd'hui, le leadership, c'est un sujet qu'on le trouve aujourd'hui dans notre actualité partout. Le monde que nous avons aujourd'hui devant nous pour une dizaine d'années, c'est un monde conflictuel, un monde de tension entre les États-Unis et la Chine. Ce monde-là va gouverner les relations internationales. D'ores et déjà aujourd'hui, les choses se crispent, elles deviennent dangereuses parce que nous sommes dans une compétition qui va être le premier un. Les États-Unis sont dans la culture d'être le numéro un, ils ont toujours été numéro un, ils veulent être numéro un, il n'est pas question qu'ils acceptent de ne plus être numéro un. Et le numéro 2 qui est en train de prendre la place du numéro 1, il aurait bien envie de prendre la place du numéro 1, mais naturellement le numéro 1 ne le laisse pas faire. Et donc tous les deux sont sur un projet commun d'être le numéro 1. Ça prendra le temps qu'il faut, mais ça va être difficile parce qu'on va avoir des moments extrêmement tendus entre ces compétitions. Ça s'appelle le piège de Thucydide, c'est pas nouveau dans l'histoire. Déjà Athènes et Sparte se battaient comme ça, déjà Carthage et Rome se battaient comme ça. Le numéro 1 n'accepte pas l'émergence du numéro 2 et le numéro 2 prendrait bien la place du numéro 1. On est dans une situation extraordinairement tendue où naturellement on voit pour nous, Européens, j'y reviendrai aussi, c'est quelque chose qui est très difficile puisque la pression se fait en permanence sur tous les autres et que les États-Unis veulent imposer leurs règles, l'extraterritorialité des droits, c'est-à-dire que la loi américaine s'applique aujourd'hui de plus en plus à nos entreprises, que Total a été obligé de fermer ses usines en Iran, que Peugeot a fermé ses usines aussi en Iran, qu'un certain nombre, que les banques, la BNP paie 9 milliards d'amendes. Donc on voit que les États-Unis nous font une pression extraordinaire. M. Biden est venu en Europe, il a fait tout le tour de l'Europe pour pouvoir essayer de convaincre qu'il fallait se mobiliser contre la Chine. Et donc on a une pression américaine très très forte. Réciproquement, les Chinois se ferment et se disent qu'eux, ils ont 5-6 ans de réserve de croissance. Et donc, ils peuvent assez fermer leur marché pendant 4-5 ans parce qu'ils ont encore 400 millions de gens à sortir de la pauvreté. Donc, ils peuvent compter un peu sur leur propre force pendant un certain temps. Pendant ce temps-là, ils nous créent un certain nombre de difficultés, un certain nombre de tensions. Et pendant ce temps-là, ils avancent et ils créent leur rapport de force. Ils améliorent leur rapport de force en permanence. On se trouve dans une situation extrêmement dangereuse. Et tout ça, c'est une question de leadership. C'est une question de savoir qui va être le numéro 1. Ça pose naturellement la question au niveau européen, parce qu'on voit bien que face à cette tension, d'un côté des Chinois, de l'autre côté des États-Unis, et nous, on a du mal à choisir le camp. On a le camp politique, c'est le camp des Américains, évidemment, puisque nous sommes dans cet hémisphère, je dirais, politique, où nous sommes dans le camp des libertés, dans le camp des démocraties. Et donc nous sommes en proximité, mais on voit bien, on a vu sur le marché australien que certes on a des alliés, mais ce ne sont pas forcément des amis. Et donc on a un certain nombre de difficultés de ce côté-là. De l'autre côté, il ne faut pas être sans illusion, d'un côté on a la démocratie, de l'autre côté on a le marché et la croissance, parce qu'on a besoin de la croissance, que L'Oréal, que Michelin, que l'ensemble de nos grandes entreprises ont besoin de la croissance chinoise. Donc on a besoin de cette croissance-là. Mais il va de soi naturellement que là aussi on risque d'avoir un certain nombre de sujets difficiles le jour où les Chinois décideront d'imposer des taxes sur LVMH, sur Hermès et sur un certain nombre de produits français qui font une grande fortune de l'industrie française, on se trouverait en grande difficulté. Et donc, dans ce contexte-là, comment l'Europe, comment nous on peut essayer d'être entre éviter d'avoir le destin d'une balle de ping-pong et de se trouver à prendre des coups de raquette des deux côtés. Et ça, on se dit, où est le leadership de l'Europe ?
Qui va piloter tout ça? Où est-ce qu'elle est notre Europe aujourd'hui? Vraiment, on se trouve dans une situation assez dangereuse, et c'est une question aussi de leadership. Qui peut piloter l'Europe? Et là, on voit bien que le Brexit, avec le système de déconstruction, vous voyez combien notre monde est dangereux, le système de déconstruction de l'Europe a été quelque peu engagé, il est freiné, il est discuté, heureusement, mais que néanmoins, on voit bien qu'aujourd'hui, on risque d'être dans une situation où les deux grandes puissances s'opposent et cherchent un peu à nous écraser, et nous n'avons pas beaucoup de capacité de résistance si nous sommes très dispersés. Heureusement, il y a une chance peut-être dans ce dispositif, c'est que le calendrier électoral va faire que l'Allemagne est en train d'installer son nouvel exécutif et que la France va installer son prochain pour 5 ans au printemps prochain. Donc on va avoir 5 ans où là, l'Allemagne et la France auront une équation politique à travailler, à essayer de résoudre, mais qui pourrait être stable, et on aurait cette capacité-là à bâtir un projet franco-allemand qui soit un projet moteur pour pouvoir donner un leadership à l'Europe. Et vous voyez que tout ça est assez difficile, je vais vite, mais c'est pour vous montrer un peu l'ensemble du spectre, pour vous montrer combien tout ça est une question aujourd'hui de pilotage. S'il n'y a pas de pilote dans l'avion, comme on dit, comment est-ce que l'Europe va pouvoir avancer? Et si on ne va pas vraiment construire un rapport de force, parce que le monde, vous le connaissez bien dans vos propres affaires, ce n'est pas du bisounours, c'est du rapport de force très souvent. Et donc, il est clair aujourd'hui que si on n'a pas un rapport de force européen, on est dans une situation qui est une situation relativement tragique. Dans ce contexte-là, vous voyez qu'au niveau mondial se pose la question du leadership, au niveau européen se pose la question du leadership, et en France, si on veut regarder la France, elle se pose aussi de manière très intéressante, parce que pour la première fois dans les élections qui vont avoir lieu le prochain printemps, on a un candidat qui va avoir la double promesse miracle de la politique. La jeunesse et l'expérience. On rêve tous, quand on est jeune, d'avoir de l'expérience. Et quand on est plus vieux, et l'expérience, on rêve tous d'être jeune. Mais on voit bien les impasses à cette équation. Il y a quand même, sur la promesse politique, quelqu'un qui va être le plus jeune, le plus expérimenté. Donc, en termes de leadership, on ne peut pas dire que ça soit une mauvaise promesse. Giscard qui promettait le changement dans la continuité. C'était merveilleux, ça, parce que vraiment, s'il y a quelqu'un qui échappe à cette promesse, c'est pas normal. Le changement dans la continuité, on devrait y arriver. Mais ici, la jeunesse et l'expérience, c'est quand même quelqu'un qui va se présenter contre lui, il va falloir qu'il démontre qu'il a autant d'expérience que lui, et voir à la vitesse à laquelle il se déplace aujourd'hui, c'est pas facile d'avoir autant d'expérience que lui. Et en même temps, il va falloir avoir 45 ans pour être au cœur de la société française. D'où le fait que nous sommes dans une situation assez intéressante où il y a un leadership assez fort. Mais le problème que nous aurons aussi, mais là je parle devant Yves Tréhard, qui connaît ces choses-là largement aussi bien que moi, et nous sommes dans une situation où, en France, pour gouverner, il faut une assemblée, mais il faut une présidentielle, mais il faut aussi une assemblée. Et donc, il faut gagner plusieurs élections. Il faut gagner la présidentielle, il faut aussi gagner les législatives. Car si on ne gagne pas les législatives, on n'a pas la majorité. Et donc, on voit bien que le leadership, il s'est toujours affirmé dans la fonction présidentielle sur le Parlement lors de la première élection. C'est-à-dire, quand on a eu une première élection de président, en général, on a eu une deuxième élection législative avec une dynamique, qui est la dynamique du leader. Mais la deuxième fois, la dynamique n'est pas là. En tout cas, elle n'était pas là en 1967 pour le général de Gaulle, qui n'avait qu'une seule voix de majorité pour ses deuxièmes législatives. Et en 1988, Mitterrand, pour ses deuxièmes législatives, il est obligé d'aller chercher et Michel Rocard et les centristes pour construire une majorité. Il n'y a pas de majorité. Donc nous voyons dans ce paradoxe français qu'on peut se trouver dans une situation où on a un leader relativement armé pour se présenter. Ça ne veut pas dire qu'il va gagner. En France, on connaît les mouvements d'humeur. On connaît tout ce qui peut se passer, donc ça ne veut pas dire du tout qu'il va gagner. On peut simplement dire qu'il a une bonne promesse, en tout cas une expérience, une capacité. Mais en même temps, il y a quand même le fait qu'il n'y aura probablement pas de vague aux législatives. Ça, c'est important pour vous quand même dans les négociations, parce que vous qui défendez les dossiers, vous qui, en tant que citoyen, chacun avait sa conception, mais en tant qu'organisation professionnelle, vous avez à pénétrer le prochain pouvoir pour pouvoir avancer vos pions. Et donc là, il faut voir que le prochain pouvoir, il sera peut-être complexe, parce qu'au leadership du président ne correspond pas forcément un leadership parlementaire, ce qui veut dire qu'on risque d'être dans un système ouvert, complexe, dans lequel il va falloir avoir peut-être plusieurs portes d'entrée. C'est, je crois, un élément très important. J'avance, parce que je ne veux pas être trop long.
c'est Yves qui est le compteur de tout ça. Encore 5 minutes? Oui, alors je vais très vite. Alors bon, simplement, vous avez tous des enfants, vous avez tous un regard sur l'avenir. Dans ces questions de leadership que je jardine, je voulais vous dire deux choses. La première, c'est qu'il faut ouvrir les yeux au monde, parce que le leadership n'est pas la même chose dans le monde. Aux États-Unis, tout s'apprend. On apprend à parler en public, on apprend à s'exprimer, on apprend à faire rire les gens, on apprend un certain nombre de vannes partout, on a ces histoires, les discours, hein, comment est-ce qu'on fait un discours, tout ça s'apprend, et il faut que ça s'apprenne. Je peux vous dire que c'est quelque chose de très important, et il n'y a rien qui me rend plus triste quand je donne des cours dans une business school à l'ESCP, quand je vois des jeunes qui ne savent pas s'exprimer, qui n'ont pas l'énergie qu'il faut pour manager eux-mêmes leurs propres idées, leurs propres convictions. Tout ça, ça doit s'apprendre. On doit être le leader de soi-même, chacun, et il faut qu'on puisse se développer. Aux États-Unis, c'est extraordinaire. J'ai suivi un certain nombre d'expériences de cette nature. Même quand vous voyez un Barack Obama qui rentre dans une salle, il ne va pas rentrer dans une salle comme ça en allant tout ça. Il va tout de suite devant. Et alors qu'en France, vous avez les Sarko qui font les autres, tout le monde, et Obama est non, non, pas vous, là-bas. Bon, je donne simplement ça pour vous montrer que c'est ça, donc aux États-Unis, on vous apprend qu'il faut toujours commencer par une petite phrase, il faut trouver un petit gimmick, tout ça. Bon, moi, j'en ai toujours un dans le fond de ma poche. Souvent, quand j'arrive, on me dit, vous allez prendre la parole, et puis on me dit, comme on a dit tout à l'heure, que je suis un grand monsieur, que c'est très bien un ministre. Tout, bon, et donc tout ça. Alors, vous faites un hommage. Je me méfie des hommages. Je pense à Pierre Brasseur qui disait toujours, un homme qui reçoit une gifle est un homme giflé. Un homme qui reçoit un hommage est un homme âgé. Il n'y a rien qui presse. Bon. Je veux dire, mais je pourrais décliner tout ça pour faire les parties, pour ça, pour la conclusion d'un discours, quand vous ferez une conclusion de discours. Ne croyez pas que la conclusion d'un discours, ça soit forcément une idée majeure. Il suffit d'aller à l'Assemblée nationale pour voir que la conclusion d'un discours, c'est une musique. La 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 la. La 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 la. Et pour terminer, je dirais le plus beau mot de la langue française. Merci. C'est une chute. Une conclusion, c'est une chute. Vous verrez combien vous aurez d'orateurs qui ne savent pas conclure et qui tournent en attendant qu'il y ait une bonne fin, qui arrive toute seule. Donc, non, dès le début, vous pensez à moi. Je passe là-dessus. C'est les États-Unis, c'est tout. Alors, en France aussi, ça se développe, mais c'est très important. J'ai vu que vous donniez à une APL beaucoup de place à la formation, qui est la formation professionnelle, mais c'est aussi un tournant très important d'aider. Mais je pense que pour les plus jeunes, il faut que... être capable d'entraîner les autres, être capable de faire grandir les autres, être capable de donner une des visions, de lancer, tout ça, ça se travaille, ça se jardine. Aux États-Unis, c'est vraiment quelque chose qui s'apprend, c'est de l'acquis. En France, c'est quelque chose qui, en Europe, c'est à mi-chemin entre le talent, le charisme et la technique. Ça, c'est le général de Gaulle qui nous a dit le caractère. De Gaulle dit au chef comme à l'artiste, il faut le don et le jardinage du métier. Il faut le don et le métier. C'est-à-dire qu'on a besoin de l'expérience, mais on a besoin quand même de la qualité. C'est pour ça qu'en France, on fait beaucoup référence au talent, et De Gaulle faisait surtout référence au caractère. C'est très important, évidemment. Mais ce sont des choses sur lesquelles on peut travailler, ce sont des choses sur lesquelles il faut au moins une certaine forme de lucidité pour connaître ses propres fragilités, ses propres faiblesses, pour pouvoir les corriger. Ce n'est pas obligé d'être les mettre sur la place publique, mais ce sont des éléments qui sont très importants. Ça, c'est l'Europe. L'Europe, c'est ce mixte entre le talent et la technique. Il ne faut pas abandonner la technique, mais il faut cultiver le talent et l'expression. En Asie, c'est très intéressant, notamment dans la Chine traditionnelle. Le chef n'existe pas. Le chef, il est caché complètement, on l'entend, mais on ne le voit pas. Le chef, il disparaît. Quand vous recevez des délégations chinoises, ce n'est pas le premier qui vous serre la main qui est celui qui est le plus important. Le plus important, c'est celui qui surveille les autres dans le groupe.
Donc il est en général discret. Donc tant que vous n'avez pas identifié le bon, et donc le leader est quelqu'un qui est caché. Ce qui pose d'ailleurs des problèmes à Xi Jinping, qui aujourd'hui est en train de changer un peu cette Chine traditionnelle, en prenant plus un modèle, d'une certaine manière, qui est un modèle occidental, d'un leader qui se met comme au pont d'Arcole sur le devant de la scène en étant devant, alors que normalement en Asie, le chef, il est dans le groupe, il pilote le groupe, mais il ne s'exprime pas en avant. Il ne s'exprime pas parce qu'il ne faut pas user un chef. Il ne faut pas épuiser un chef. Il y a un certain nombre de dérives, parmi les dérives les plus importantes. Je vous ai dit, il y a l'exercice solitaire du pouvoir. Mais il y en a une autre qui est très importante dans notre monde extraordinairement médiatique, c'est l'usure, c'est la surexposition. Je crois que moi j'ai vécu le dernier président de la République, Jacques Chirac, qui savait vraiment doser ses présences. Chirac n'intervenait que sur les dossiers qui étaient du domaine réservé. Il m'avait dit un jour, jusqu'à 2 millions de personnes, c'est toi, dans la rue. Au-dessus, c'est moi. C'était simple. Heureusement, l'UNAPL faisait la différence, c'était toujours du bon côté. Mais il fallait faire attention. Parce qu'il fallait quand même faire attention. Il y a des sujets vifs. Hein. Donc, mais c'est pour dire qu'il ne faut pas que nos présidents actuels, et depuis Sarko et Macron, ils s'exposent terriblement. Vous savez, d'anciens premiers ministres, ancien, ça veut dire libre. Hein. Donc, je ne fais pas de politique devant vous, je dis simplement des choses que je vois. Et je crois que les présidents s'usent en étant trop exposés. Et qu'il faut et du silence, et du mystère, et un peu de distance. Il ne faut pas trop, naturellement. Il faut jouer la carte de la proximité, bien sûr, mais il faut faire attention à ne pas se surexposer. La lassitude dans les sociétés modernes, avec ce niveau de communication, sont des sujets majeurs qui font qu'on peut avoir un certain nombre d'accidents, et ça peut être quelquefois très, très grave. Tout ça pour dire que les questions de culture sont très importantes. Je termine là simplement pour vous dire que j'essayais de vous brosser quelques réflexions simplement pour vous dire que dans un pays comme le nôtre, qu'est-ce qui compte aujourd'hui? Ce qui compte, c'est qu'il y ait une sorte de force collective plus importante que les forces individuelles qui risquent de conduire à un individualisme pathologique. La politique, c'est le vivre ensemble. Et si on n'a pas de vivre ensemble, on va dans la violence. Il n'y a pas d'autre alternative à la violence que la politique. La politique, c'est la règle commune. Le seul problème aujourd'hui, c'est que la politique manque souvent de légitimité. Mais c'est vrai dans toutes les organisations. On doit être attentif toujours à la légitimité des organisations, parce que sans légitimité, il n'y a pas de confiance, et sans confiance, il n'y a pas d'autorité, et donc il n'y a pas de système de vivre ensemble, il n'y a pas de politique. Il faut réfléchir à ça, comment relégitimer la politique. Je vous donne un exemple, mais je crois que ce serait important. Le fait qu'on élise nos députés en même temps que le président de la République, ça veut dire que finalement, ils ont assez peu de légitimité. Ils sont élus par une vague. Si on avait des midterms électorales au bout de mi-mandat, c'est quelque chose qui serait peut-être leur donner plus d'importance. Il y a un certain nombre de sujets de cette nature qui pourraient tout à fait essayer de valoriser ce que peut être le leader ou les leaderships, notamment le leadership de l'Assemblée nationale. Dans une crise importante, c'est bien que le Parlement joue son rôle. Il faut ouvrir les responsabilités. Notre problème aujourd'hui, nous n'avons qu'un seul adversaire, c'est la violence. Tout le reste, ça peut se travailler, et tout le reste, c'est en partie votre responsabilité d'y travailler. C'est ça la place des responsables. Mais la violence, il faut construire des systèmes contre elle, parce que la violence, c'est la folie des uns contre les autres, et ça ne se gouverne pas, ça ne se dirige pas, et qu'il n'y a pas de leadership qui donne une bonne destination d'un tel périple. Je vous remercie de votre attention. Merci Jean-Pierre Raffarin, merci beaucoup.